parle encore beaucoup de la commission parents. Vous êtes d'ailleurs le dernier qui est encore capable de témoigner de cette époque. En quoi cette commission-là a été finalement assez différente de l'ensemble des autres commissions de toutes sortes qu'il y a eu des commissions gouvernementales? Je pense que une des raisons, c'est la durée de cette commission. Vous savez, nous avions été nommés pour à peu près 2 ans et demi. Et on a obtenu des sursis. Donc, finalement, la commission parents a travaillé pendant presque 5 ans. Il n'y a pas beaucoup d'autres commissions qui ont duré aussi longtemps. Et la commission parents a travaillé d'une manière très assidue pendant ces 5 ans-là. On se réunissait régulièrement, on travaillait beaucoup, on a écrit notre rapport nous-mêmes. Je dois dire aussi qu'il y a eu un mouvement de la population à ce moment-là qui s'intéressait à l'éducation. Tout à coup, le Québec commençait à comprendre qu'il était sous-scolarisé, du côté des francophones en tout cas, surtout. Et puis qu'on avait un système élitiste, un système qui n'était pas du tout égalitaire. Et donc, il y avait un intérêt pour cette nouvelle commission. Et je pense que, je dis ça en toute modestie, la qualité du rapport lui-même a fait qu'il dure. On y revient, il m'arrive encore d'en relire des parties, et c'est d'actualité. Donc, je pense qu'il y a eu 5 années de beaucoup de travail et de beaucoup l'apport de beaucoup du monde, c'est beaucoup de partout le Québec, je dirais, et de toutes les classes sociales qui ont vraiment contribué à la qualité de cette réflexion-là qui a été faite. Bon, il y a eu beaucoup d'innovations qui se sont créées, qui ont été initiées suite à ce rapport, mais il y a entre autres cette création québécoise du cégep. Pourquoi les cégeps? Comment vous êtes arrivé dans vos discussions à la nécessité de mettre au monde donc des cégeps? Je pense que le point de départ, c'était notre objectif que nous avons vraiment établi dès le départ de la commission, c'était d'en arriver à promouvoir l'égalité d'accès à l'enseignement pour tous et toutes sur tout le territoire du Québec. Ça, on s'est fixé ça comme objectif. Et je pense que cet objectif, il explique tout le rapport parent. Au fond, c'est le résumé du rapport parent, c'est le cœur du rapport parent, c'est sa motivation. Et donc, ça voulait dire, évidemment, pour en arriver à réaliser un tel objectif, il fallait bouleverser, il fallait renverser les institutions existantes qui avaient été prévues dans une société inégalitaire. Le Québec avait un système d'éducation qui favorisait une élite à cette époque-là, aux dépens de la majorité. Et en plus de cela, il y avait, à cause de cela aussi, il y avait une trop grande proportion des Canadiens français du Québec qui étaient mal éduqués, sous-scolarisés. Donc, il fallait faire quelque chose, il fallait vraiment de nouvelles structures. Et parmi ces nouvelles structures, il y a eu bien sûr la polyvalente qui a été créée, qui a permis alors là à beaucoup de jeunes de poursuivre au secondaire, parce que avant 1960, tout le secondaire était privé. C'est quand même incroyable quand on voit ça aujourd'hui, mais les commissions scolaires à l'époque n'avaient le droit d'ouvrir que des écoles primaires à travers tout le Québec. Et les écoles secondaires, c'était privé. Alors, la polyvalente, pour la première fois, ouvrait des écoles publiques sur tout le territoire du Québec. Et là, il s'agissait de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour, après le secondaire, est-ce qu'on entre directement à l'université? Et là, nous avons eu l'occasion d'en parler souvent dans l'Ouest canadien, par exemple, en Ontario, aux États-Unis, du problème du passage du high school à l'université. Partout, dans le Canada anglais, aux États-Unis, on nous disait « c'est un passage très difficile ». L'université n'est pas bien équipée pour accueillir des élèves qui arrivent directement du high school. On n'est pas, bien des professeurs disaient, nous, on n'est pas vraiment des sortes d'éducateurs, on est des professeurs, hein, c'est pas la même chose. On est des scholars, on n'est pas des teachers. Non.
Et donc, on a eu cette idée qu'il faut peut-être un niveau intermédiaire entre la fin du secondaire et le début de l'université, qui permettrait à ce moment-là une meilleure transition entre le secondaire et l'université. Et on a eu l'idée de faire de ce niveau intermédiaire en même temps une préparation au marché du travail pour les garçons et les filles qui n'allaient pas à l'université. Et là, on a trouvé un modèle pour ça. C'était en Californie, il y avait ce qu'ils appelaient les community colleges. Et les community colleges en Californie, c'est pas très bien vu. C'est pas une question de prestige, mais c'est une institution qui permet à des jeunes de passer du secondaire à l'université en transition. Et en même temps, le community college a des options professionnelles, de sorte que les gars et les filles qui ne veulent pas continuer à l'université peuvent avoir accès au marché du travail par la suite, par ces options professionnelles. Et donc, c'est le modèle qu'on a utilisé en se disant, ben voilà, c'est peut-être la solution, c'est de créer ce niveau intermédiaire. Et ce qu'on voulait, c'était que ce niveau-là soit très flexible, soit souple, que des jeunes puissent changer leur programme en cours d'études pour favoriser justement les réorientations. C'était ça notre projet. Bon. Mais vous vous êtes également penché dans ce qui était l'enseignement supérieur à l'époque, c'est-à-dire à l'égard des universités. Vous avez proposé d'autres universités francophones. Bon, il y a eu l'UQAM, mais il y aura ensuite celles qui vont être liées à ce qu'on appelle le réseau de l'UQ. Mais pourquoi donc aussi fallait-il qu'il y ait d'autres universités francophones? Parce que là, ce qu'on se disait, c'était que l'enseignement supérieur devait sortir des grandes villes. Et parce qu'il n'y avait d'université qu'à Québec, Montréal, Sherbrooke. Dans les régions, il y avait déjà une demande. Il y avait à Chicoutimi, à Trois-Rivières, il y avait des groupes qui s'étaient formés en disant on voudrait avoir ici une succursale universitaire, on voudrait avoir un collège universitaire, toutes sortes de formules. Ça bouillonnait dans ce sens-là, on le sentait. Hein. Et là, on a compris que ce qui allait être important, c'était que l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les cégeps et les universités, desservent l'ensemble du territoire du Québec, et non pas seulement les grandes villes, qui permettent donc à des garçons, des filles de l'Abitibi de rester chez eux, de Trois-Rivières de rester chez eux, etc., à Gaspé de rester chez eux. C'était ça l'idée que ces cégeps et ces campus universitaires allaient favoriser la jeunesse, mais en même temps, on espérait que ce soit des lieux de culture et des pivots de développement économique régional aussi. D'autant plus que les cégeps développaient, dans notre esprit en tout cas, allaient développer des options techniques reliées au milieu, selon l'environnement. Et donc que les cégeps, beaucoup plus que les collèges classiques, seraient partie intégrante du milieu, de l'environnement social, économique de la région. Est-ce qu'il est juste de parler d'accessibilité et de démocratisation? Est-ce que ça a été des concepts qui sont demeurés et qui ont eu une grande importance dans votre réflexion et dans la rédaction du rapport? Là, M. Duchesne, vous touchez les deux concepts de base du rapport Parent. Oui, oui. L'accessibilité pour tous, ça, pour nous, c'était fondamental. Et ce qui s'appelait la démocratisation en même temps, c'est-à-dire que les institutions d'enseignement, d'abord, deviennent publiques, qu'elles passent du privé au public, c'était très important, que les institutions d'enseignement public soient gratuites, c'était très important aussi pour nous, et que les institutions d'enseignement soient mixtes, pour garçons et filles. C'était trois grands changements, ça, qui se sont produits à la suite du rapport Parent.
Bon, c'était dans le rapport Parent, mais ce n'est pas le rapport Parent qui a réalisé tout cela, si vous voulez. Mais c'est ceux qui ont suivi, qui ont pris en charge la mise en application du rapport Parent, ce sont eux qui ont visualisé les cégeps. Hein. Il y a, dans notre histoire du Québec, il y a, à mon avis, trois années qui sont des années qui ont tout changé, le Québec. C'est 67, 68, 69. Là, c'est pendant ces 3 années que les premiers cégeps ont été créés, les 30 premiers cégeps, à partir des collèges classiques qui existaient, à partir des écoles normales. On ne partait pas de rien. On partait des institutions qui existaient déjà, mais on les transformait. De privées, elles devenaient publiques, de séparées, elles devenaient mixtes, et de payantes, elles devenaient gratuites. C'était un grand changement. Et puis, en 1969, le gouvernement du Québec a créé l'Université du Québec, l'UQAM, mais aussi Trois-Rivières, Rimouski, Chicoutimi. C'était le début des... Alors, ces trois années-là, pour moi, ce sont des années qui ont tourné vraiment le Québec et qui ont créé notre enseignement supérieur. C'est vraiment là, à ce moment-là, que, à la suite du rapport Parent, vraiment tel que l'avait proposé le rapport Parent, le gouvernement, le ministère de l'Éducation de l'époque, avec le premier ministre de l'époque, ont mis en application ce qu'on avait pensé. Ouais. Bien sûr, grâce aussi au travail des comités qui ont été créés, parce que pour mettre en application le rapport Parent, Paul Gérin-Lajoie d'abord, et puis ceux qui lui ont succédé, ont mis en place des comités pour créer des cégeps, pour créer l'université de l'UQAM, pour créer les autres universités. Et là, il y a eu un apport extraordinaire pour la mise en pratique concrète de ce qui avait été pensé par la commission Parent. Hein. Et s'inspirant de la commission Parent, ils ont vraiment concrétisé le modèle et d'une manière qui est vraiment le départ d'un nouveau Québec, je dirais. Est-ce qu'il est juste de dire que ça profitait d'abord aux francophones et beaucoup aux jeunes femmes? Ah, exactement. Oui, oui. Les femmes ont été peut-être les grandes gagnantes de la réforme. Les femmes et les garçons de milieux plus modestes, certainement. Et les garçons et filles des régions. C'était les 3 grands gagnants. Mais les filles, oui, certainement. D'ailleurs, cette réforme-là, ça explique peut-être un des grands changements du Québec, c'est l'accès des femmes à la vie politique, à la vie économique, à la vie culturelle. La montée des femmes au cours des 50 dernières années, c'est extraordinaire. Il y a une révolution féminine, je ne l'appelle même pas, on peut dire féministe si on veut, mais au Québec, on a assisté à une transformation du monde féminin. Et son accès au poste supérieur, il y a des femmes qui sont devenues recteurs, rectrices, il y a des femmes qui sont devenues ministres et premières ministres. Et dans le milieu des affaires, les femmes sont très présentes. Donc oui, ça c'est un grand changement. Un changement pour les femmes, un changement pour la vie familiale aussi, un changement pour l'avenir des jeunes femmes d'aujourd'hui. Ça certainement, oui. Comment vous voyez l'avenir de l'enseignement supérieur? Bien, je pense que pour le moment, l'enseignement supérieur est engagé sur une voie étonnante. Il faut continuer. Je pense qu'un premier défi, c'est de plus en plus d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur pour tous. Parce que ce n'est pas fait complètement. Hein. Il y a des milieux qui ont moins accès au cégep et surtout à l'université. Et donc, il y a encore une démocratisation qui devrait être en cours, qui doit être en cours. Là. Et puis, je dirais, deuxièmement, que ce serait important de reconnaître les cégeps et de reconnaître l'Université du Québec. Les cégeps et l'Université du Québec, ce sont 2 trésors de notre société québécoise. Et je trouve qu'on n'y fait pas assez attention. On ne les finance pas comme on devrait les financer, à mon avis. Et surtout, on ne leur accorde pas la valeur culturelle, politique et économique qu'elles ont, ces institutions. Bon.
moi, ça m'a toujours ébloui, quand je suis allé en région, de voir l'incarnation du cégep dans le milieu, que ce soit en Gaspésie, que ce soit en Abitibi. C'est extraordinaire, cette incarnation. Et donc, le cégep est un lieu qui peut être de plus en plus, et l'Université du Québec de plus en plus, un milieu de bouillonnement culturel et de développement d'initiatives économiques aussi. Et ça, vous le voyez aussi pour les universités, parce que vous parlez des régions, là? Oui, tout à fait. C'est la même chose, parce que, vous savez, ce qui, je pense, a changé les régions, c'est le fait que les cégeps et les campus universitaires ont amené dans les régions des enseignants de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une classe sociale qui n'existait pas en 1950, la classe des enseignants. Je l'ai vu à plusieurs reprises, ça m'a toujours frappé. Comment la classe des enseignants s'est développée au Québec comme ça, à partir de zéro, je dirais presque, hein, pour remplacer les curés et les religieuses. Là, on a une classe d'enseignants qui s'est développée et qui est un moteur de développement culturel et économique dans les régions. Que ce soit une région comme même l'Assomption, si vous voulez, j'ai assisté à la transformation de l'Assomption à cet égard, hein, avec l'arrivée de tous ces personnels enseignants. Et c'est la même chose quand on va en Abitibi ou en Gaspésie. Et ça, c'est un phénomène sociologique très important qui fait qu'on doit valoriser ces enseignants. Ouais. Pouviez-vous vous imaginer qu'il y aurait autant de cégeps un peu partout sur le territoire québécois et que le réseau de l'UQ serait aussi développé qu'il l'est actuellement? On ne pourrait pas penser que ça irait si loin, je pense, non. Mais c'était notre objectif. C'était vraiment notre objectif. Je vous dirais personnellement que la réalisation de cet objectif, elle est allée au-delà de notre perception à l'époque, hein, de ce que nous pouvions rêver, je dirais. Au cours des 50 années, par exemple, on a bonifié les cégeps. On a anobli les cégeps, en quelque sorte, en disant que les cégeps font partie de l'enseignement supérieur. Ce n'était pas dans le rapport parent. Le rapport parent proposait que ce soit un niveau vraiment intermédiaire, mais indépendant, que le cégep, que le secondaire, le post-secondaire, soit différent du secondaire et différent de l'université. Et on pensait que pour qu'il s'installe comme il faut, il fallait vraiment qu'il soit indépendant. Et donc, on ne voulait pas qu'il soit, en quelque sorte, qu'il soit sous l'ère de l'université. Mm-hmm. Mais le cégep, depuis ce temps-là, s'est développé beaucoup plus qu'on pensait, avec des succursales, et avec des options professionnelles que les directeurs de cégep, les professeurs de cégep dans chaque région ont imaginé, ont mis en place. Et l'Université du Québec qui s'est développée sur le territoire du Québec. Oui. Donc, c'est allé plus loin que ce qu'on pensait. C'était peut-être notre espoir, mais on n'aurait pas rêvé tant que ça, je dirais. Si j'ai une raison d'être fier, c'est, je pense, de constater qu'au cours des 50 dernières années, il y a des garçons et des filles qui ont eu accès à l'enseignement supérieur, auquel ils n'avaient pas droit avant 1960. C'est un grand changement. Je pense que la vie économique du Québec ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas fait cette transformation. Nous étions destinés en 1960 à être une sorte de colonie, au sens propre du terme, là, une colonie d'intérêt économique étranger. C'était ça. On fournissait la main-d'œuvre à des entreprises étrangères. Eh bien, le grand changement, c'est qu'on a pris en charge notre économie parce qu'on avait la main-d'œuvre tranquillement, technique et éduquée pour prendre en charge notre économie, pour prendre en charge notre vie culturelle de plus en plus. Hein. Et ça, je pense que c'est de ça que je peux être le plus fier, je pense.
Mais à ceux-là qui ont une autorité importante dans les cégeps et les universités, je commence par leur dire que je les aime. Je les aime à cause de la grande responsabilité qu'ils ont de diriger des institutions de haut savoir qui sont si importantes pour le Québec, qui sont si importantes pour l'avenir de notre société. Et je les aime parce que ils sont les successeurs de ce qui a été fait jusqu'ici. Et je vois qu'on continue. On continue. J'ai assez compris les autorités des cégeps et des universités pour voir qu'ils se portent vers l'avenir. À ce sujet, moi, je leur dirais cependant, votre responsabilité, c'est de prendre bien soin de votre personnel enseignant et de tout le personnel. Qui fait l'université, ce sont les professeurs. Ce qui font les cégeps, ce sont les professeurs et le personnel qui travaille avec les professeurs. C'est eux qui font l'université. Et donc, en tant qu'autorité, vous avez la grande responsabilité de prendre soin de ce personnel, de prendre soin financièrement, bien sûr, mais aussi d'assurer que les conditions de travail sont des conditions favorables à la vocation de nos institutions d'enseignement supérieur, c'est-à-dire la recherche de la vérité et la transmission de la vérité. C'est ça l'enseignement supérieur. C'est là que loge l'idéal d'une société, l'idéal de la connaissance et l'idéal de l'avenir qui est en marche avec cette connaissance. Et comme on le sait, vous le savez aussi bien que moi et mieux que moi, le développement scientifique et le développement technique et technologique est en marche. On n'y peut rien. Et donc, nos institutions d'enseignement supérieur doivent être aussi en marche dans le progrès des connaissances de pointe. Et cela est très important, autant pour les cégeps que pour les universités, d'être en marche avec les grands développements de la technologie et de la science moderne.